Bonjour Jérôme Rivière. Bonjour. Vous êtes vice-président du parti Reconquête, qui a été fondé par Éric Zemmour. Ouais. Vous avez rejoint ce parti pendant la campagne présidentielle, après avoir quitté le Rassemblement national. Vous aviez été élu député européen sous l'étiquette Rassemblement national. Reconquête, aujourd'hui, est crédité à peu près de 6-7%, soit à peu près le score que Éric Zemmour avait réalisé le 10 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle. C'est la fin de Reconquête ? Écoutez, alors, deux choses. D'abord, ce n'est pas encore l'heure du bilan. On le fera au lendemain des résultats, 12 et 19 juin. Et avec certitude, ça n'est pas la fin de Reconquête. Un parti politique, c'est un mouvement qui doit infuser dans le pays. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en présentant 551 candidats sur 577 circonscriptions. J'étais hier soir avec un candidat dans une circonscription parisienne. On voit bien qu'ils sont présents. Il y a énormément de militants qui sont là. Donc non, ça n'est pas du tout la fin de Reconquête. Est-ce que c'est une victoire pour Reconquête? Je vais vous dire qu'aujourd'hui, on est sur le point de remporter une majorité. Éric Zemmour n'avait pas fait plus de 17%, enfin 17% maximum dans les métropoles, les villes de métropole ou d'outre-mer. A priori, il n'y aura pas de députés Reconquête. Écoutez, je pense qu'on peut espérer entre 3 et 4 députés Reconquête si les sondages un peu favorables sont ceux qui sont bien dans l'urne. Cette élection législative, c'est avant tout pour nous l'occasion de continuer et de déclarer aux Français qu'effectivement, Reconquête n'était pas simplement une candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle, mais un projet que nous portons pour la France et les Français. Et ce projet, il est de réaliser une union de l'ensemble des droites, union qui n'a pas lieu à l'occasion de cette élection législative et dont on voit bien que sans cette union, le débat s'est porté entre une majorité pour le président de la République et la République En Marche, et de l'autre côté, la NUP, où Jean-Luc Mélenchon a réussi cette union de l'ensemble des gauches. C'était hétéroclite, ça n'a pas toujours beaucoup de sens, mais ça présente un programme qui aujourd'hui est en situation de faire face au président de la République. Et moi, je vous l'avais rappelé, j'étais au Rassemblement national, je présidais la délégation du Rassemblement national au Parlement européen. Je ferai encore un reproche à Marine Le Pen. C'est pas agréable, j'aurais préféré que ce soit Éric Zemmour qui arrive en tête de ces droites-là à l'élection présidentielle. Mais c'est Marine Le Pen. Son rôle, son boulot à elle, c'était de tendre la main à tout le monde, d'appeler Éric Zemmour, de trouver à LR la personnalité... Le RN est à peu près crédité de 20% des intentions de vote lors des législatives. C'est vrai que c'est derrière la majorité présidentielle. Et avec possiblement 14 à 15 députés, c'est-à-dire peut-être un groupe parlementaire. Si nous avions été ensemble présentés, même de façon un peu hétéroclite, on n'est pas d'accord sur tout, on n'a pas tout réglé entre nous, mais on présente quand même une alternative intéressante, crédible. Je pense que beaucoup de Français attendaient que nous nous retrouvions, que nous nous rassemblions, et ça c'est le message que porte Reconquête, et c'est ce que nous ferons. Parce que c'est un échec des droites annoncé. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les sondages, ce n'est pas nos idées qui seront portées le plus haut dans cette élection. Après, vous savez, une élection, elle n'est soldée qu'au lendemain du scrutin. Ce que je crains, moi, c'est que justement, en raison de notre incapacité ou de l'incapacité des uns et des autres à s'être rassemblés, c'est une très grande abstention. Vous allez avoir plus d'un Français sur deux qui ne va pas voter à cette élection parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne se reconnaissent pas dans le choix d'Emmanuel Macron, qui n'ont pas du tout envie de voter pour cette extrême gauche un peu foldingue, un mélange d'extrême gauche, des islamo-gauchistes, et qui, de l'autre côté, n'ont pas envie de choisir entre les trois courants de cette droite, parce qu'en nous disant vous n'êtes pas capable de vous rassembler, vous ne pourrez pas gouverner, donc on ira pêcher. Est-ce que l'intuition de Jean-Luc Mélenchon de faire une campagne nationale, de s'autoproclamer quasiment Premier ministre, est-ce que c'est pas justement la bonne option aujourd'hui qui porte ses fruits ? Écoutez, ça a été une option intelligente parce que ça lui a permis d'exister, et je pense que les médias attendaient un combat. C'est plus facile de présenter un combat entre deux personnalités que de présenter une multitude de combats. Mais c'est surtout son rassemblement. Vous savez, la droite a su le faire à de multiples reprises. J'ai été élu en 2002, à l'époque, sur quelque chose qui s'appelait l'Union en mouvement, qui a ensuite s'est transformé en UMP puis LR. Mais il y avait une idée de rassemblement. Et on n'était pas d'accord les uns et les autres, entre les gaullistes, les libéraux. Il y avait 1000 nuances, mais on avait compris à l'époque qu'il fallait une étiquette
pour pouvoir se présenter, pour dire qu'on arriverait à gouverner ensemble. On n'a pas été capable, à droite, de le faire. Et ce n'est pas de la faute de Reconquête, parce que nous l'avons proposé de façon inlassable. Éric Zemmour a proposé que nous fassions cette union. Et encore une fois, ce sont les LR, ils n'en veulent pas, parce que la moitié d'entre eux sont partis avec La République En Marche, et le RN qui d'une façon obstinée, parce qu'elle tient une petite boutique, se met dans son coin, va avoir quelques députés, mais va vers un échec, et c'est un échec pour la France. Mais alors, la majorité présidentielle est relativement discrète. La majorité absolue n'est absolument pas gagnée. Mais quand Jean-Luc Mélenchon tient des propos outranciers sur la police, surtout après le drame qui est survenu ce week-end, qu'entend-on de Reconquête? Pas grand-chose finalement. Il occupe le terrain. Alors que sur le terrain de la sécurité, c'était précisément les sujets qui avaient été préemptés par Éric Zemmour et votre famille. Je pense que vous êtes dur quand vous dites qu'on ne nous entend pas. On a décliné un programme pendant l'élection présidentielle. Oui, mais immédiatement après le drame survenu le week-end dernier. Mais c'est un programme qu'on continue de porter. Aujourd'hui, je pense qu'on est très clairement identifié comme étant des soutiens extrêmement forts des forces de l'ordre, un souhait du rétablissement de l'autorité de l'État. Je pense que c'est perçu par les Français, mais comme on n'a pas réussi collectivement à se rassembler, ça donne le sentiment, vous avez 3 candidats à droite dans une circonscription, donc pour lequel voter, comment faire? Alors, ils savent bien que ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça que si j'appelle vraiment à voter massivement pour les candidats de Reconquête, c'est parce qu'il faut éviter une abstention trop grande qui donnerait un poids bien trop important aux candidats de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils ne sont en rien représentatifs des Français. Les Français aiment la police, les Français ne pensent pas que la police tue. Je vous pose la question autrement. Quand Jean-Luc Mélenchon accuse la police de tuer, est-ce que ça peut se traduire par un regain d'intention de vote en faveur des candidats de la droite et notamment de Reconquête? Je l'espère, je le pense. Idem quand les gens regardent son programme économique. Le programme économique, c'est du communisme à la papa. C'est terrible. On aurait une fuite de talent immédiate si Jean-Luc Mélenchon était en situation de devenir ou d'imposer un Premier ministre au Président de la République parce qu'il avait une majorité à l'Assemblée nationale. Ce serait un véritable désastre pour la France, un désastre immédiat. La République En Marche, c'est un désastre, mais un désastre un peu plus lent. Vous avez une question de tempo. Avec la République En Marche, tout doucement, il construit le chemin pour que ce soit demain Jean-Luc Mélenchon ou son successeur qui soit au pouvoir. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est immédiat. Et je pense que ses propos outranciers, parce que ce personnage est relativement arrogant, il se voit arriver aux portes du pouvoir, il s'imagine déjà Premier ministre, le conduisent à faire des erreurs de cette nature-là, un peu comme lors de la perquisition où il expliquait en hurlant « La République, c'est moi ». On voit bien l'aspect très prétentieux, très arrogant de ce personnage, très violent aussi. Ce qui est inquiétant et qui, je pense, inquiète beaucoup les Français. La seule violence légitime, je vous rappelle, c'est celle de l'État lorsqu'elle est utilisée pour défendre l'autorité de l'État. Il n'y a pas de violence légitime du côté des partis politiques. Est-ce que cette formule, quand même, lorsqu'il dit il accuse la police de tuer, ne ressemble pas à la formule qu'avait utilisée Éric Zemmour à l'encontre des mineurs isolés, qui avaient accusé d'être des voleurs, des assassins, des violeurs? Bref, il tapait un peu dans le tas. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne reprend pas un peu la même ficelle? Écoutez, il y a quand même une immense différence. Vous avez d'une part des policiers qui sont des citoyens français, dont la mission est d'assurer et de garantir notre sécurité collective, qui, en raison de la façon dont Emmanuel Macron a dirigé le pays pendant 5 ans, se retrouvent sous tension très régulièrement, exerçant leur métier dans des conditions dangereuses. Et donc il est inadmissible qu'un homme politique, qu'un responsable public tienne des propos de cette nature-là, accusant collectivement une institution. J'avais été très choqué quand le président de la République avait d'ailleurs parlé de violences policières, laissant entendre qu'il y avait de façon endémique des violences au sein de la police. Ça n'est pas vrai. Qu'il y ait parfois des violences faites par des policiers, c'est certain, c'est évident, mais c'est anecdotique. Ça n'est pas ça qui doit retenir l'attention des Français sur les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, c'est avant tout les gens qui les protègent. Quand Éric Zemmour s'était exprimé sur les mineurs isolés, il parlait de personnes étrangères, qu'ils sont de faux mineurs. On sait bien qu'une très grande quantité d'entre eux ne sont pas des mineurs et simplement bénéficient d'un système qui leur permet d'être payés, de rester en France. Et on voit bien dans les statistiques qu'une très grande majorité de ces soi-disant mineurs isolés sont en fait effectivement rentrés dans une délinquance en France. Donc la comparaison n'est pas raison.
Événement dont on a beaucoup parlé, c'est aussi les agressions dont ont été victimes des supporters anglais et espagnols à l'issue de la finale de la Ligue des Champions qui a opposé les deux clubs au Stade de France. Éric Zemmour a déclaré alors que la Seine-Saint-Denis n'était plus la France depuis longtemps, avançant même que beaucoup d'entreprises avaient quitté cette ville ou même le département, sauf que le MEDEF dit que non, il y a une pression foncière et qu'au contraire, il y a de nombreuses entreprises qui cherchent à venir en Seine-Saint-Denis. Oui, alors j'aimerais que le MEDEF ait la gentillesse de préciser dans ses statistiques quel type d'entreprise et quelle est la façon dont ils perçoivent ce regain d'activité économique en Seine-Saint-Denis. Parce que si vous voulez, si c'est pour nous dire que c'est... Pas de regain économique, mais de localisation de sièges d'entreprise. De sièges d'entreprise. Mais quand on nous parle de sièges d'entreprise, quoi, c'est les auto-entrepreneurs, c'est les conducteurs d'Uber ou autres plateformes de cette nature-là. C'est des gens qui réagissaient au fait que mais parce que la réalité... groupes auraient pu quitter la Seine-Saint-Denis. Mais oui, mais la réalité, c'est que des grands groupes ont quitté la Seine-Saint-Denis et que le MEDEF n'est pas capable de nous donner 5 noms de grands groupes qui seraient restés en Seine-Saint-Denis et qui ont de la pression immobilière. Ça n'est pas vrai. Donc, si vous voulez, il nous parle de statistiques parce que vous faites un peu ce que vous voulez en parlant de siège économique, parce qu'aujourd'hui, une entreprise en France, ça peut être une entreprise uninominale. Et on voit bien d'ailleurs que très souvent, ça a été le cas parce que des tas de salariés ont été forcés dans la précarité et pour tenter d'échapper à du chômage, se sont installés en tant que travailleurs indépendants et sont comptés par le MEDEF comme étant des entreprises. Il ne faut pas se moquer du monde. La Seine-Saint-Denis, effectivement, échappe aux lois de la République. J'ai été pendant très longtemps avocat. Je peux vous dire que lorsqu'on allait au tribunal en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, vous saviez très bien le soir que les forces de police ont instruction de ne pas verbaliser les excès de vitesse, de ne pas verbaliser les feux rouges qui sont brûlés, parce qu'effectivement, l'ordre leur est donné de ne pas créer des troubles, parce que c'est le fait de respecter la loi, créer des troubles en Seine-Saint-Denis. Donc Éric Zemmour a parfaitement raison de rappeler que ce département, aujourd'hui, n'est pas traité de façon normale par l'État, parce qu'il sait bien qu'aujourd'hui, une grande partie, il ne faut pas généraliser, pas toutes, mais une grande partie des populations qui vivent sur place ne veulent pas respecter les lois de la République. Merci Jérôme Rivière. Merci.